avril 1995. Le village de Yonglu, près de la ville de Gaoping, dans la province du Shanxi en Chine. Des paysans travaillent dans leurs champs, retournant la terre pour les semailles du printemps. La charrue heurte quelque chose de dur. Les fermiers creusent davantage et s'arrêtent net. Devant eux s'étend une couche d'ossements humains, des crânes, des tibias, des bras dispersés pêle-mêle. Avec les os, ils trouvent aussi 10 à 7 pièces de monnaie anciennes en forme de couteau et une pointe de flèche en cuivre. Les autorités alertées envoient des archéologues sur place. En octobre 1995, les fouilles officielles commencent. Ce que les experts découvrent les glaces d'effroi. Cette fosse commune contient les restes d'au moins 130 personnes, tous des hommes, la plupart âgés d'une trentaine d'années. Les squelettes sont entassés sans ordre, les corps emmêlés les uns aux autres. Certains os montrent des fractures nettes, comme si les membres avaient été tranchés à l'épée. D'autres crânes portent des traces de coups violents. Plusieurs squelettes ont des pointes de flèches encore fichées dans la cage thoracique. Les archéologues baptisent cette découverte-là fosse Nudro du site de la bataille de Changping. C'est la première excavation archéologique officielle d'un champ de bataille qui remonte à 260 avant notre ère. Depuis cette date, plus d'une dizaine de fosses communes similaires ont été identifiées autour du village de Yonglu. Les historiens estiment qu'environ 450 000 soldats sont morts à Changping. La plupart n'ont pas péri au combat. Ils ont été massacrés après leur reddition sur ordre d'un général réputé pour sa cruauté, Bai Qi, surnommé le boucher d'humains. L'histoire de Changping n'est pas seulement celle d'une bataille. C'est celle d'une folie militaire qui a transformé un siège stratégique en boucherie industrielle. C'est l'histoire de 2 royaumes qui ont mobilisé 1 million d'hommes pour s'affronter pendant 3 ans. C'est l'histoire d'une guerre qui a changé le cours de l'histoire chinoise et ouvert la voie à l'unification brutale d'un empire. En 265 avant notre ère, la Chine n'existe pas encore en tant qu'entité unifiée. Le territoire est découpé en 7 royaumes qui se livrent une guerre permanente. Cette période porte un nom évocateur, les royaumes combattants. Pendant 2 siècles et demi, ces États vont s'entre-dévorer dans une série de conflits qui feront des millions de morts. Les 7 protagonistes, Qin, Zhao, Wei, Han, Yan, Qi et Chu, ne sont pas de simples principautés féodales. Ce sont des puissances militaires organisées, capables chacune de mobiliser des centaines de milliers de soldats. Le royaume de Qin dispose d'une armée d'1 million d'hommes. Le Shu et le Qi ne sont pas en reste. Les batailles ne mobilisent plus quelques milliers de guerriers, comme c'était le cas 2 siècles auparavant. Les armées comptent maintenant 100 000, 200 000, parfois 400 000 combattants. Cette escalade militaire n'est pas fortuite. Elle résulte de transformations profondes qui ont bouleversé la société chinoise. Les royaumes ont centralisé leur administration, professionnalisé leurs armées, intensifié l'agriculture pour nourrir des populations croissantes. Le fer a remplacé le bronze pour forger les armes. L'arbalète, capable de percer les armures à distance, a révolutionné l'art de la guerre. La cavalerie a supplanté les chars de combat. Parmi ces 7 royaumes, 2 se détachent par leur puissance, le Qin à l'ouest et le Zhao au nord. Leur rivalité ne date pas d'hier. Depuis des décennies, ils s'affrontent pour le contrôle des territoires stratégiques. Le Qin a un avantage. Il a entrepris des réformes radicales sous l'impulsion du légiste Shang Yang. La méritocratie remplace le népotisme. Les soldats sont récompensés selon le nombre de têtes ennemies coupées. Chaque tête rapporte une promotion et environ 4000 mètres carrés de terre. Ce système incitatif transforme l'armée du Qin en machine de guerre impitoyable. Le royaume de Zhao n'est pas en reste. Il dispose d'excellents généraux et d'une cavalerie redoutable. Sa position géographique, au contact des peuples nomades du Nord, l'a endurci. Mais en 265 avant notre ère, le Zhao commet une erreur qui va lui coûter cher. Tout commence par une dispute territoriale. Le royaume de Han, plus faible, est attaqué par le Qin qui veut s'emparer de la province de Shandong. Cette région montagneuse occupe une position stratégique. Elle contrôle les routes commerciales et militaires entre les royaumes. Pour le Qin, Shandong est la porte d'entrée vers l'est. Pour le Zhao, perdre cette région signifierait ouvrir son territoire aux invasions. Le Han, incapable de résister seul au Qin, prend une décision désespérée.
Il offre la province de Shandong au Zhao. Le roi de Zhao accepte. Après tout, refuser reviendrait à laisser le Qin s'emparer sans combat d'un territoire qui constitue un tampon protecteur. Mais en acceptant, le Zhao s'attire les foudres du Qin. Le roi Zhao Xiang de Qin est furieux. Shandong devait lui revenir par droit de conquête. Le Zhao vient de le voler sous son nez. La guerre devient inévitable. En 262 avant notre ère, les armées se mettent en marche. Le Qin mobilise 470 000 fantassins, 5 000 cavaliers et 25 000 archers et arbalétriers. Le Zhao aligne 440 000 fantassins et 10 000 cavaliers. Plus d'1 million d'hommes vont converger vers Changping, une plaine située à l'est de Shandong. Le commandement des forces du Zhao est confié à Lian Po, un général expérimenté et méthodique. Face à lui, le Qin a envoyé Wang He, un commandant compétent mais sans génie particulier. Les deux armées se rencontrent à Changping. Les premières escarmouches tournent à l'avantage du Qin. Lian Po subit plusieurs défaites mineures. Il réalise rapidement que ses troupes ne peuvent pas vaincre l'armée du Qin en bataille rangée. Lian Po prend alors une décision qui va sauver son armée pendant 3 ans. Il refuse le combat. Il ordonne à ses hommes de construire des fortifications, de creuser des tranchées, d'ériger des palissades. Le Zhao s'enferme dans un réseau de forteresses et attend. La stratégie est simple. Le Qin est loin de ses bases. Maintenir une armée de près d'1 demi-million d'hommes à des centaines de kilomètres de chez soi coûte une fortune. L'approvisionnement en nourriture et en équipement est un cauchemar logistique. Lian Po parie que le Qin finira par manquer de ressources et sera forcé de se retirer. Le plan de Lian Po fonctionne. Le Qin attaque les fortifications du Zhao à plusieurs reprises. Les assauts sont repoussés. Les mois passent. Les saisons se succèdent. Aucun des deux camps ne parvient à prendre l'avantage. 1 million d'hommes s'enlisent dans une guerre de position qui préfigure les tranchées de la Première Guerre mondiale. Les conditions de vie sont épouvantables. Les soldats dorment dans la boue. Les maladies se propagent. La dysenterie, le typhus, la malaria frappent les campements. Les deux armées perdent plus d'hommes à cause des épidémies que des combats. Pourtant, ni le Qin ni le Zhao ne peuvent se permettre de reculer. L'honneur est en jeu. Les investissements consentis sont trop importants pour abandonner. Pendant 3 ans, la situation reste bloquée. Le Qin parvient à percer les défenses du Zhao à une occasion, mais ne dispose pas de la force nécessaire pour exploiter cette percée. Le Zhao tient bon. Les deux royaumes s'épuisent dans cette guerre d'attrition qui draine leurs ressources. À la cour du Zhao, l'impatience grandit. Le roi Shaocheng est mécontent. La guerre coûte cher. Les récoltes souffrent du manque de bras. La population gronde. Des voix s'élèvent pour critiquer Lian Po. On l'accuse de lâcheté, de passivité. On lui reproche de ne pas oser affronter l'ennemi. Ces critiques sont injustes. Lian Po mène la guerre la plus intelligente possible compte tenu des circonstances. Mais l'opinion publique ne comprend pas les subtilités de la stratégie militaire. Le Qin, de son côté, perçoit l'agitation à la cour du Zhao. Les espions rapportent que le roi est sous pression. C'est le moment d'agir. Le premier ministre du Qin, Fan Sui, lance une opération de désinformation. Des agents infiltrent le royaume de Zhao et répandent une rumeur. Lian Po est trop vieux et trop peureux pour se battre. Il a perdu son mordant. Le vrai danger pour le Qin, murmurent les espions, serait que le Zhao nomme un jeune général audacieux, Zhao Kuo, fils du célèbre général Zhao She. Zhao Kuo n'est pas un inconnu. Il est le fils de Zhao She, l'un des plus grands généraux de son temps. Il a grandi dans les casernes, entouré de stratèges et de soldats. Il connaît par cœur les classiques militaires. Il peut réciter de mémoire des dizaines de traités sur l'art de la guerre. Il discute tactique et stratégie avec une aisance impressionnante. Sur le papier, Zhao Kuo est le candidat idéal. Il y a juste un problème. Zhao Kuo n'a jamais commandé d'armée. Il n'a jamais mené de bataille. Toute son expérience militaire provient des livres. C'est un théoricien, pas un praticien. Son propre père l'avait compris. Avant de mourir, Zhao She avait supplié sa femme de ne jamais laisser leur fils commander une armée. Il avait vu en lui une arrogance dangereuse, une confiance excessive en des théories qui ne survivent jamais au choc de la réalité. Mais le roi Xiaocheng de Zhao ne connaît pas ces mises en garde.
Ou peut-être choisit-il de les ignorer. Les rumeurs répandues par les espions du Qin ont fait leur effet. Le roi révoque Lian Po et le remplace par Zhao Kuo. La mère de Zhao Kuo, la veuve de Zhao She, se présente au palais. Elle supplie le roi de revenir sur sa décision. Elle révèle les dernières paroles de son mari. Le roi refuse de l'écouter. Il obtient toutefois une promesse. Si Zhao Kuo échoue, le clan Zhao ne sera pas puni. Du côté du Qin, la nouvelle de la nomination de Zhao Kuo est accueillie avec satisfaction. Le plan a fonctionné. Maintenant, il faut frapper un grand coup. Le roi Zhao Xiang remplace Wang He par son meilleur général, Bai Qi. Cette nomination est gardée secrète. Le Zhao croit toujours faire face à Wang He. Il ignore que l'homme qui va lui faire face est le stratège le plus redoutable de son époque. Bai Qi est une légende vivante. Né vers 332 avant notre ère, il sert le Qin depuis plus de 30 ans quand il arrive à Chongping. Il n'a jamais perdu une bataille. Il a capturé plus de 70 villes. Il est responsable de la mort d'environ 890 000 soldats ennemis, selon les chroniques. Ce chiffre n'est pas une exagération. Les historiens ont documenté ces massacres avec une précision morbide. En 293 avant notre ère, il a vaincu les armées coalisées de Han et Wei à la bataille de Yik. 240 000 prisonniers ont été exécutés. En 278, il a conquis Ying, la capitale du royaume de Shu, faisant des dizaines de milliers de morts. En 273, après la bataille de Huaiyang, il a fait massacrer 150 000 soldats qui s'étaient rendus. 130 000 soldats de Wei et 20 000 soldats de Zhao ont été tués et jetés dans une rivière. Bai Qi ne tue pas par sadisme. Il tue par calcul. Pour lui, un ennemi vaincu mais vivant reste une menace. Les prisonniers coûtent cher à nourrir et à surveiller. Les libérer signifie qu'ils reviendront un jour les armes à la main. Les réduire en esclavage crée des problèmes sociaux. La seule solution rationnelle, selon Bai Qi, est l'extermination. Cette logique glaciale fait de lui l'arme la plus terrifiante du Qin. Quand Bai Qi arrive à Chongping en juillet 260 avant notre ère, il évalue rapidement la situation. Les forces du Zhao sont solidement retranchées. Lian Po a bien fait son travail. Mais maintenant, Lian Po n'est plus là. À sa place se trouve un jeune commandant inexpérimenté qui croit tout savoir. Bai Qi sourit. Il sait exactement comment manipuler ce genre d'adversaire. Zhao Kuo prend le commandement de l'armée du Zhao avec une confiance débordante. Il arrive au front en juillet 260 et convoque immédiatement ses officiers. Il critique ouvertement la stratégie de Lian Po. Attendre passivement est une stratégie de lâche, déclare T. Une armée de 400 000 hommes doit attaquer, frapper l'ennemi, le détruire. Zhao Kuo ordonne une offensive générale contre les positions du Qin. Bai Qi observe ses préparatifs avec intérêt. Zhao Kuo fait exactement ce qu'il espérait. Le jeune général est prévisible, impulsif. Il va tomber dans le piège le plus classique de l'histoire militaire, l'encerclement. Bai Qi met en place une stratégie en plusieurs étapes. D'abord, attirer l'armée du Zhao hors de ses fortifications. Ensuite, couper ses lignes de communication et d'approvisionnement. Enfin, l'affamer jusqu'à ce qu'elle se rende. L'attaque du Zhao débute. 50 000 soldats, l'élite de l'armée, lancent un assaut massif contre le centre des lignes du Qin. Les défenseurs résistent brièvement, puis reculent. Ce recul semble désordonné, paniqué. Les soldats du Zhao poursuivent l'ennemi en déroute. Ils enfoncent les défenses, pénètrent profondément dans les positions du Qin. Zhao Kuo jubile. Sa première bataille est un triomphe. Mais c'est une illusion. Le recul du Qin est une feinte orchestrée par Bai Qi. Pendant que le centre cède, les ailes de l'armée du Qin se referment. 25 000 hommes sur chaque flanc attaquent simultanément et encerclent les forces du Zhao. Dans le même temps, 5 000 cavaliers du Qin contournent le champ de bataille et s'emparent du campement du Zhao. Les lignes de communication sont coupées. Les réserves de nourriture tombent aux mains de l'ennemi. Zhao Kuo réalise trop tard qu'il est tombé dans un piège. Son armée est encerclée, séparée de sa base, privée de ravitaillement. Il ordonne une retraite, mais il n'y a nulle part où aller. Les soldats du Qin bloquent toutes les routes. Le roi Zhao Xiang
informé de la situation, mobilise des renforts massifs. Il ordonne que tous les hommes de plus de 15 ans dans la province du Henan soient envoyés à Changping pour renforcer l'encerclement. Le roi supervise personnellement les opérations depuis le front. L'armée du Zhao est piégée sur une colline. 400 000 hommes entassés dans un espace réduit, sans eau potable, sans nourriture fraîche. Les premiers jours, les soldats mangent leurs réserves. Puis, les rations sont épuisées. La faim commence. Les hommes tuent les chevaux et les mulets. Quand il n'y a plus d'animaux, ils mangent les cuirs des selles, les ceintures, tout ce qui peut être mâché. Le siège dure 46 jours. 46 jours pendant lesquels l'armée du Zhao se désintègre lentement. Les soldats affamés deviennent apathiques. Les maladies se propagent. Le typhus, la dysenterie frappent les campements surpeuplés. Les hommes meurent par milliers, non de blessures de combat, mais d'épuisement et de maladie. Zhao Kuo tente plusieurs fois de percer l'encerclement. Il mène personnellement des charges désespérées contre les lignes du Qin. Ses meilleures troupes se jettent dans des assauts suicidaires. Chaque tentative est repoussée, les arbalétriers du Qin décimant les soldats du Zhao à distance. Les corps s'entassent autour du périmètre. En septembre 260, Zhao Kuo lance une dernière offensive. Il rassemble ses dernières forces capables de combattre et ordonne une percée tous azimuts. Les soldats du Zhao, affamés, désespérés, se ruent sur les lignes ennemies. C'est un carnage. Les archers du Shin les abattent par centaines. Zhao Kuo lui-même est touché par une flèche. Le jeune général, qui n'avait jamais connu la défaite, meurt sur le champ de bataille, une flèche plantée dans le corps. La mort de Zhao Kuo brise le moral de l'armée. Sans commandant, sans espoir de secours, les soldats du Zhao se rendent. 400 000 hommes déposent les armes. Ils sortent de leur campement, épuisés, malades, affamés. Ils croient que le pire est derrière eux. Ils se trompent. Bai Qi se retrouve face à un problème. Il vient de capturer 400 000 prisonniers. C'est un nombre inimaginable. Comment nourrir, surveiller, gérer une telle masse humaine? Les historiens débattent encore aujourd'hui des motivations exactes de Bai Qi. Certains pensent qu'il a agi par pure cruauté, d'autres avancent des raisons pragmatiques. La logistique militaire du Qin est déjà tendue. Nourrir sa propre armée est un défi constant. Ajouter 400 000 bouches supplémentaires est impossible. Ramener les prisonniers en territoire, Qin prendrait des semaines. Pendant ce temps, il faudrait les nourrir, les surveiller avec des dizaines de milliers de gardes. Les risques de révolte seraient énormes. Libérer les prisonniers n'est pas une option. Ces hommes retourneraient au Zhao et reconstitueraient une armée. Dans quelques années, le Qin devrait les combattre à nouveau. Bai Qi se souvient que les habitants de Shangdang, annexés par le Qin, s'étaient révoltés et avaient rejoint le Zhao. Il craint qu'une partie des prisonniers ne fasse de même s'ils sont libérés ou intégrés. Il ne reste qu'une solution, l'extermination. Bai Qi prend sa décision avec le pragmatisme glacial qui le caractérise. Les 400 000 prisonniers seront exécutés. Seuls 240 des plus jeunes soldats seront épargnés. Ils seront renvoyés au Zhao pour raconter ce qui s'est passé. La terreur est une arme psychologique puissante. Les méthodes exactes utilisées pour tuer 400 000 hommes restent incertaines. Les chroniques parlent d'enterrement vivant. Les découvertes archéologiques de 1995 confirment partiellement cette version, tout en révélant une réalité plus complexe. Les fouilles de la fosse Neudruin à Yonglu montrent des corps entassés sans ordre, les squelettes emmêlés. Beaucoup présentent des traces de traumatismes violents, fractures nettes au niveau des bras et des jambes, crânes fendus, pointes de flèches encore fichées dans les côtes. Les archéologues ont noté qu'il n'y avait presque aucun os complet dans la fosse. La plupart des victimes semblent avoir été tuées avant d'être jetées dans la fosse. Les traumatismes observés indiquent que les prisonniers ont été exécutés à l'arme blanche et à l'arc. Certains ont probablement été enterrés vivants, mais les preuves suggèrent que la majorité a d'abord été massacrée. L'exécution de 400 000 personnes ne se fait pas en un jour. C'est un processus industriel qui prend des jours, peut être des semaines. Les prisonniers sont divisés en groupes. Des fosses sont creusées. Certains archéologues pensent que le Qin a utilisé des ravins naturels pour y jeter les corps, les recouvrant ensuite d'une mince couche de terre. C'est seulement après plus de 2000 ans que les ossements se sont retrouvés profondément enfouis. L'armée du Qin
organise ce massacre avec une efficacité bureaucratique. Les officiers supervisent les exécutions. Les soldats, épuisés par des mois de siège, accomplissent leur sinistre besogne. Personne ne proteste. Dans l'Antiquité chinoise, l'exécution de prisonniers de guerre n'est pas considérée comme un crime. C'est une décision stratégique. Les 240 jeunes soldats épargnés sont forcés d'assister au massacre de leurs camarades. Puis, ils sont libérés et renvoyés au Zhao avec un message. Voilà ce qui arrive à ceux qui défient le Qin. Ces survivants traumatisés rentrent chez eux et racontent l'horreur de Changping. La nouvelle se répand dans toute la Chine. La terreur de Baiqi devient légendaire. Le Zhao a perdu 450 000 hommes à Changping. C'est presque toute sa population mal en âge de combattre. Le royaume est exsangue. Les villages manquent d'hommes pour travailler les champs. Les femmes deviennent veuves par dizaines de milliers. Les enfants grandissent sans père. L'économie s'effondre. Le Zhao ne se relèvera jamais complètement de ce désastre. Le Qin a également payé un prix élevé. Sur les 500 000 soldats engagés, environ 250 000 ont péri. Mais contrairement au Zhao, le Qin dispose des ressources pour se reconstruire. Son système administratif efficace, ses réformes agraires, sa population nombreuse lui permettent de reconstituer ses forces. Plus importante encore, la victoire de Changping établit la supériorité psychologique du Qin sur ses rivaux. Baiqi veut exploiter immédiatement ce succès. Il propose au roi Zhaoxiang de marcher directement sur Handan, la capitale du Zhao. L'ennemi est en état de choc. Ses défenses sont désorganisées. Le moral de la population est au plus bas. C'est le moment idéal pour porter le coup de grâce et annexer le Zhao. Mais Fan Sui, le premier ministre du Qin, s'y oppose. Fan Sui est jaloux des succès de Baiqi. Il craint que la conquête du Zhao ne rende le général trop puissant, trop populaire. Il persuade le roi que les troupes du Qin ont besoin de repos. Il argue que les autres royaumes pourraient s'allier contre le Qin s'il pousse trop loin son avantage. Le roi écoute son premier ministre et ordonne l'arrêt de l'offensive. Les autres royaumes, terrifiés par le massacre de Changping, envoient des émissaires au Qin. Ils offrent de l'or, des territoires, des concessions commerciales. Ils supplient le Qin de ne pas attaquer le Zhao. Fan Sui accepte ses pots de vin et convainc le roi de signer une trêve. Le Zhao cède quelques villes et promet de payer un tribut. L'armée du Qin se retire. Baiqi est furieux. Il vient de remporter la plus grande victoire de sa carrière et la politique l'empêche de l'exploiter. Il sait qu'il vient de laisser passer une occasion historique. Il a raison. Le Zhao, bien que gravement affaibli, survit. Il reconstitue lentement ses forces. Les autres royaumes, après avoir tremblé, reprennent confiance. La fenêtre d'opportunité se referme. 2 ans plus tard, en 257 avant notre ère, le Qin attaque à nouveau le Zhao. L'armée assiège Handan, mais cette fois, la situation est différente. Le Zhao a eu le temps de se préparer. Les autres royaumes, conscients que si le Zhao tombe, ils seront les prochains, envoient des renforts. Une coalition se forme. Le siège d'Handan tourne au désastre pour le Qin. Le général Wang Ling, qui commande l'armée du Qin, subit défaite sur défaite. Le roi Zhaoxiang panique. Il ordonne à Baiqi de prendre le commandement. Baiqi refuse. Il fait valoir qu'il est malade. En réalité, il est amer. Il avait prédit que laisser le Zhao se reconstruire serait une erreur. Maintenant que cette erreur se concrétise, on lui demande de la corriger. Il refuse de sauver la mise à Fan Sui. Le roi insiste. Baiqi continue de refuser, invoquant sa santé. Après 5 mois de défaite, le roi perd patience. Il retire tous ses titres à Baiqi et l'exile de la capitale. Mais Fan Sui n'est pas satisfait. Il persuade le roi que Baiqi, avec son prestige intact, pourrait rejoindre un royaume rival et devenir une menace mortelle. Le roi cède aux pressions de son premier ministre. L'ordre arrive. Baiqi doit se suicider. Le général reçoit l'épée et le message du roi dans la ville de Duyu, sur la route de l'exil. Avant de s'ouvrir les veines, Baiqi prononce ses dernières paroles. Elles sont rapportées par l'historien Sima Qian. « Je mérite cette fin. J'ai fait enterrer vivants 400 000 soldats à Changping. Ce crime suffit pour mériter la mort. Même Baiqi, le boucher le plus efficace de l'Antiquité, reconnaît à la fin de sa vie l'horreur de ses actes.
Mais cette prise de conscience arrive trop tard. Le massacre de Chongping reste dans les annales comme le plus grand crime de guerre de l'Antiquité chinoise. La bataille de Chongping change l'équilibre des pouvoirs en Chine. Le Zhao ne se remettra jamais de ses pertes. Il survit encore pendant 37 ans, mais comme un royaume fantôme, incapable de s'opposer efficacement au Qin. Les autres royaumes, témoins de la brutalité du Qin, comprennent qu'ils doivent s'unir ou périr. Plusieurs coalitions se forment dans les années qui suivent Chongping. En 241 avant notre ère, 5 royaumes, Shu, Zhao, Wei, Yan et Han, s'allient contre le Qin. Ils attaquent le col stratégique de Hangu, porte d'entrée du territoire Qin. La coalition est vaincue. Le Qin a perfectionné sa machine de guerre. Il ne commet plus les erreurs qui avaient failli lui coûter cher à Handan. Une à une, les conquêtes se succèdent. Han tombe en 230 avant notre ère. Zhao est finalement annexé en 228. Wei capitule en 225. Le Shu, malgré sa taille et sa population, est conquis en 223. Yan et Qi tombent en 221. En 40 ans, le Qin accomplit ce qui semblait impossible, l'unification totale de la Chine. Le roi de Chine, Yingzhong, prend un nouveau titre, Qin Shi Huangdi, le premier empereur. Il crée le premier empire chinois unifié. Il standardise l'écriture, la monnaie, les poids et mesures. Il construit des routes, des canaux et commence l'édification de la Grande Muraille. Il est aussi l'un des tyrans les plus brutaux de l'histoire. Il fait brûler les livres et exécuter les lettrés. Il règne par la terreur, selon les principes légistes qui ont permis au Qin de conquérir la Chine. Qin Shi Huangdi meurt en 210 avant notre ère. Il se fait construire un mausolée gigantesque gardé par une armée de plus de 8000 soldats en terre cuite. Son fils lui succède, mais s'avère encore plus cruel que son père. Le peuple se révolte. La dynastie Qin, construite sur la violence et la terreur, s'effondre en quelques années. Elle est remplacée par la dynastie Han, qui durera 4 siècles et donnera son nom au peuple chinois. Chongping démontre plusieurs vérités militaires qui restent valables aujourd'hui. La première, la supériorité numérique ne garantit pas la victoire. L'armée du Zhao était presque aussi nombreuse que celle du Qin, mais elle a été détruite par une stratégie supérieure. Le talent de Bai Qi a vaincu la masse de Zhao Kuo. La deuxième leçon, l'expérience prime sur la théorie. Zhao Kuo connaissait tous les livres de stratégie, mais il n'avait jamais commandé d'hommes au combat. Bai Qi avait passé 30 ans sur les champs de bataille. Il savait comment manipuler un adversaire, comment créer des illusions, comment exploiter les faiblesses psychologiques. La troisième leçon, la logistique décide des guerres. Li Hanpo l'avait compris. Il avait transformé la bataille en guerre d'attrition, pariant que le Qin manquerait de ressources avant le Zhao. Sa stratégie était sage. Zhao Kuo l'a abandonné par arrogance, avec des conséquences catastrophiques. La quatrième leçon, les victoires militaires sans suivi politique sont inutiles. Bai Qi avait raison, il fallait attaquer immédiatement après Chongping. En laissant le Zhao se reconstruire, le Qin a gaspillé sa victoire. Il a fallu 4 décennies supplémentaires et des centaines de milliers de morts de plus pour accomplir ce qui aurait pu être fait en 260. La cinquième leçon, la plus sombre. L'efficacité militaire peut coexister avec l'horreur morale. Bai Qi était un tacticien brillant. Il était aussi un meurtrier de masse. Le massacre de Chongping n'était pas nécessaire d'un point de vue militaire. Les prisonniers auraient pu être libérés loin de chez eux, dispersés, intégrés comme main-d'œuvre. Mais tuer est plus simple, plus rapide, plus définitif. C'est cette logique qui a poussé Bai Qi à commettre l'irréparable. Le massacre de Chongping n'est pas un événement isolé dans l'histoire militaire. C'est l'un des premiers exemples documentés d'extermination de masse à échelle industrielle. D'autres viendront après. En 146 avant notre ère, les Romains massacrent la population de Carthage et détruisent la ville. En 1258, les Mongols exterminent environ 800 000 personnes lors du sac de Bagdad. En 1937, l'armée japonaise massacre entre 200 000 et 300 000 civils et soldats à Nankin. Ces massacres partagent des caractéristiques communes. Ils se produisent après de longs sièges ou des batailles coûteuses. Les vainqueurs sont épuisés, frustrés,
animés par un désir de vengeance. Les prisonniers sont perçus non comme des êtres humains, mais comme un problème logistique. La déshumanisation est la clé qui permet le massacre. Une fois que l'ennemi cesse d'être un homme et devient une menace abstraite, le tuer devient acceptable. Chongping est aussi un exemple de la façon dont la guerre totale détruit les sociétés. Le Zhao a perdu presque toute sa population masculine. Les conséquences démographiques et sociales ont été catastrophiques. Des villages entiers n'avaient plus d'hommes. Les femmes ont dû assumer tous les rôles traditionnellement masculins. L'économie s'est effondrée, la cohésion sociale s'est désintégrée. Le Zhao est devenu un royaume zombie, techniquement vivant mais fonctionnellement mort. Le Qin n'a pas non plus échappé aux conséquences de Chongping. La bataille a coûté la moitié de son armée. Les survivants sont rentrés traumatisés. Beaucoup portaient les cicatrices physiques et psychologiques de 3 ans de guerre. La brutalité de Chongping a aussi brutalisé la société Qin. La violence est devenue normalisée. Le règne de Qin Shi Huangdi, avec ses massacres de lettrés et ses travaux forcés meurtriers, est l'héritier direct de la logique de Chongping. Pendant plus de 2000 ans, le massacre de Chongping est demeuré une légende inscrite dans les chroniques anciennes. Les chiffres paraissaient si démesurés que beaucoup doutaient de leur véracité. Comment une civilisation antique aurait-elle pu orchestrer l'extermination de 400 000 hommes? Les fouilles d'avril 1995 à Yonglu ont bouleversé ces doutes. Les archéologues ont mis au jour la fosse Neudrey, contenant au moins 130 squelettes, tous masculins, majoritairement trentenaires. Les ossements révèlent une violence extrême. Fractures nettes, coups tranchants, pointes de flèches toujours fichées dans les côtes. Ces découvertes confirment enfin les récits historiques avec des preuves matérielles indiscutables. Depuis, plus d'une dizaine de fosses communes ont été identifiées. En 2011, de nouveaux restes sont découverts. Malheureusement, la protection de ces sites archéologiques reste défaillante. Dans les années 1970, des ouvriers d'une usine chimique broyaient les ossements pour produire de l'engrais, ignorant leur valeur historique inestimable. Des milliers de vestiges ont ainsi disparu à jamais. Aujourd'hui encore, les paysans déterrent régulièrement des eaux en labourant leurs champs. Les pluies torrentielles font remonter des fragments de squelettes à la surface. La terre de Gaoping refuse d'oublier et continue de livrer les preuves du massacre. Un temple érigé sous la dynastie Tang, 7 siècles après la tragédie, témoigne de la volonté d'apaiser les esprits des victimes. L'empereur Xuanzong en avait ordonné la construction. Ce lieu de mémoire attire aujourd'hui des visiteurs venus méditer sur les horreurs de la guerre. Un détail macabre illustre l'empreinte du massacre dans la culture locale. Un plat de tofu blanc appelé viande de baichi évoque, selon la légende, la chair des soldats enterrés. La figure de Baichi demeure profondément ambivalente dans la mémoire collective chinoise. Stratège militaire invaincu, conquérant de plus de 70 cités, il a permis au Qin d'établir sa domination. Certains le vénèrent comme un héros national. D'autres ne retiennent que son surnom terrifiant, le boucher d'humains. L'historien Sima Qian, écrivant un siècle après les événements, exprime cette dualité en mêlant admiration tactique et répulsion morale. Dans le folklore, Baichi apparaît même comme dieu gardien de temple, transformation étonnante d'un massacreur en protecteur spirituel. La question centrale persiste. Pourquoi un tel massacre était-il nécessaire? L'explication logistique de Baichi ne convainc pas entièrement. D'autres civilisations ont géré des masses de prisonniers différemment. Alexandre le Grand les intégrait à son empire, Rome les réduisait en esclavage. Plusieurs hypothèses émergent. La culture militaire du Qin, où les soldats étaient récompensés par des têtes coupées, avait banalisé le meurtre. L'épuisement psychologique, après 3 ans de guerre d'attrition, a pu transformer le massacre en catharsis collective. Enfin, la terreur était une arme stratégique. Les 240 survivants renvoyés propageraient l'épouvante, facilitant les futures conquêtes. Le site de Chongping est aujourd'hui un mémorial où se mêlent tourisme et réflexion. Les technologies modernes, scanners géophysiques, analyse ADN, affinent notre compréhension de cette tragédie. Les ossements exhumés sont traités avec respect, catalogués, étudiés. Derrière chaque fragment se cache l'histoire d'un jeune homme qui avait une famille, des rêves,
désespoir. L'ombre de Chongping plane encore sur notre présent. Ce massacre nous enseigne que la déshumanisation de l'ennemi ouvre la voie à l'horreur, que le génie militaire peut coexister avec la barbarie absolue, que la civilisation n'est qu'un vernis fragile. Les 400 000 victimes de Chongping nous supplient de ne jamais oublier cette leçon.